tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé 1-0 à domicile face à la Samp. But de Leao à la 8ème minute sur passe décisive de Maignan. À mes côtés aujourd'hui, Roland, Superlio et Félix. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Roland, il gattonero est de retour et va donc nous faire part de son analyse du jour. Écoute, content de revenir pour une victoire évidemment. Content pour les 3 points, ça va être l'essentiel, hein, je pense, à retenir sur ce match-là. On avait bien commencé avec l'ouverture du score rapide sur le but de Leao et un superbe lancement de Maignan qui confirme que ça peut être utile d'avoir un gardien avec un très bon jeu au pied, contrairement à son prédécesseur. Plaisant jusque-là, et puis ensuite, dès la moitié de la première période, quand même, on a arrêté de pousser finalement. On faisait tourner le ballon, on ne craignait rien, mais on faisait tourner le ballon sans essayer d'aller chercher le deuxième but. Et on sait que par le passé, ça nous a porté préjudice d'avoir cette attitude. Surtout que je crois que c'est Félix qui en parle régulièrement sur le forum notamment, mais on a cette fâcheuse tendance à prendre des buts venus de nulle part sur coup de pied arrêté. Donc on n'est jamais à l'abri, et je trouvais que ça assez moyen comme attitude en première période. La deuxième nous a montré que finalement la Samp avait un peu plus d'idées, puisque eux, ils ont fait des changements assez rapidement pour essayer d'égaliser en tout cas, et nous on était toujours aussi poussifs. Et finalement, en la deuxième partie de la deuxième période, on a beaucoup plus d'occasions, mais on ne concrétise pas. La faute aussi à un super gardien, un Falcone de la Samp, qui a sorti évidemment le match de sa vie contre nous. Mais on était très brouillon dans les 20-30 derniers mètres. Et finalement, heureusement que la Samp a rapidement baissé les bras autour de la 70e par là, parce que ça aurait pu mal tourner pour nous. Mais voilà, comme je disais au tout début de mon intervention, les 3 points, c'est l'essentiel. On prend la tête du classement suite au match nul de l'Inter et du Napoli hier à Naples. Même si l'Inter a un match en moins, de toute façon, l'objectif reste la 4e place. Donc c'est tout bénef pour nous pour l'instant. Ah, je me doutais bien que Roland ne parlerait pas du titre. Mais personne ici Ah n'en non, parle, je vous rassure. forcément, Personne n'en forcément. parle de toute façon, à moins qu'il y ait un grand optimiste parmi nous. Mais je reviens un petit peu sur les occasions, parce que c'est vrai que finalement, Maignan n'a pas été inquiété. Il y a à la 51e une frappe de Candreva qui est bien captée par Maignan précisément, mais c'est tout. Hein, les joueurs de la Samp ne nous ont pas réellement embêtés. Parfois, ils se sont approchés des buts, mais il n'y a pas eu de frappe dangereuse. En revanche, côté milanais, c'est arrivé tard. Hein, fin de première mi-temps, il y a une bonne remise de la tête de Messias pour Giroud qui dévisse complètement sa frappe du gauche 42e. Donc 44e, reprise de Messias sortie par Falcone. En deuxième mi-temps, c'est encore Messias qui se met en évidence à la 46e et qui frappe à côté. Bicyclette sublime à la Djorkaeff de Giroud sur centre de Rebic repoussé par Falcone à la 60e. Tête de ce même Giroud sortie toujours par Falcone à la 70e. Tête de Romagnoli captée par Falcone à 71e juste dans la minute qui suit. 81e, grosse occasion pour Rebic sur passe de Tonali. Bon, Milan a quand même, en termes d'occasion, dominé les débats, mais Superlio, j'ai pensé à toi parce qu'il y avait 11 Italiens sur la pelouse au coup d'envoi, 4+7 contre 7+4, j'imagine que tu auras apprécié, mais plus généralement, qu'as-tu pensé de cette rencontre? Le match a été globalement dominé. La Samp n'a quasiment pas eu d'occasion. Je m'attendais un peu plus de cette équipe revancharde, à commencer par l'entraîneur que Milan connaît bien, et surtout vu qu'ils ont recruté Sensi, je pensais qu'il apporterait un peu plus. Hein. Et quand tu vois que leur meilleur joueur a été le gardien de but, tu te dis que ça va être difficile pour eux de se maintenir. Après, le Milan doit savoir se mettre à l'abri et essayer de tuer le match, parce que je les ai trouvés un petit peu pas assez incisifs dans la zone de vérité, hein, notamment à la fin quand ils essayaient tous de dribbler dans la surface. Il y aurait peut-être eu mieux à faire, Tu penses notamment à Salemakers? par exemple, plus de spontanéité, de frappe et mieux servir Giroud qui est dans un bon moment de forme et qui, avec des bons centres au bon moment, pourrait faire mouche. Feli, on s'était quitté sur une victoire étonnante contre l'Inter, aujourd'hui ça l'est sans doute un peu moins. Comment as-tu vécu ce match? Moins étonnant, je ne sais pas, parce que finalement, ça aurait été très typique de notre club de gagner miraculeusement contre l'Inter, puis ensuite de faire une magistrale victoire contre la Lazio 4-0 en coupe, pour ensuite venir perdre contre la Sampdoria à 12h30. Ça aurait été, franchement, ça n'aurait même pas été une surprise, vu les antécédents C'est pas et faux, c'est pas faux.
Voilà. Donc, cette victoire, je la prends avec plaisir. Alors, effectivement, le match était pas terrible, très haché, beaucoup de fautes des deux côtés. Mais finalement, on a vu qu'on maîtrisait très, très largement notre sujet. Effectivement, on n'a pas su tuer le match, mais en même temps, on n'a pas du tout été inquiété, puisqu'au final, il n'y a eu qu'une seule véritable frappe cadrée de la Sampdoria. Et on voit tout de suite le non-jeu total de Giampaolo enfin, ce vide qu'il y a dans ce milieu de terrain de la Sampdoria, c'était quand même assez frappant. Même si je trouvais que Sensi, justement, a fait un très bon match. Hein. Moi, je trouvais que c'était Sensi plus Falcone et plus 9 autres joueurs. Hein. Parce En que sachant que franchement, Sensi n'est pas dans le rythme, parce que Sensi n'a que très peu en joué depuis le plus, début de saison, il vient d'arriver, donc Superlio, je pense qu'il faudra peut-être attendre, hein. Je te rendrai la parole tout à l'heure, mais je réagis à ce que tu as dit, j'ai oublié de le faire et je rends la parole à Feli. Il faudra certainement attendre pour voir le vrai Sensi côté Samp, à mon avis, hein. Vas-y Feli. surtout que s'il ne se blesse pas, évidemment. Mais c'est vrai qu'il avait fait un superbe match lors de la dernière journée. La Sampdoria était venue gagner 4-0 contre Sassuolo, hein, Sassuolo qui nous avait battus, on le rappelle. Donc c'était pas forcément une mince affaire que de venir chercher cette victoire. On l'a fait, on aurait dû mettre plus de buts. À la fin, c'était vraiment assez ridicule le nombre d'occasions qu'on se crée sans pouvoir marquer, parce que c'est assez frustrant, quoi, parce qu'on avait occasion sur occasion, la Samp ne faisait plus rien et on réussissait quand même à louper les occasions de but. Alors effectivement, Falcone a fait un excellent match, encore une fois un gardien qui fait un bon match contre nous. Voilà, mais on aurait quand même dû se mettre à l'abri bien plus tôt. Bon, au final, comme l'a dit Roland, c'est une victoire très importante, puisqu'elle nous permet de retrouver pour le moment la première place. Alors évidemment, temporairement, puisque l'Inter a un match de retard, mais on grappille les points et disons pour l'instant, j'ai l'impression qu'on se fixe dans ces 4 premières places et j'ai l'impression qu'on est en bonne voie pour les conserver. Réaction de Superlio, j'imagine, sur Sensi, après on passera aux récompenses individuelles. Sur celle-ci, je veux dire qu'il joue un peu plus avancé que par le passé, hein, notamment lorsqu'il jouait à Sassuolo, voire même la première année de Conte. Et là, il jouait en soutien de Caputo, qui n'a pas vraiment apporté grand-chose. Donc j'ai trouvé qu'il avait un rôle un peu ingrat, essayer de créer, d'être en soutien d'un attaquant qui fait pas beaucoup d'appels sur ce match-là, et de joueurs qui proposent pas grand-chose, notamment au milieu de terrain, à part Rincon, qui est plutôt rugueux, mais pas du tout dans la construction. J'ai trouvé que c'était difficile pour lui d'être jugé. Tandis qu'il y a une semaine, il était plutôt bon, avec 2 attaquants devant, en rôle de numéro 10. Donc attention à la position à laquelle il est employé. Après, il a un coup à jouer avec l'équipe nationale. Hein. Mancini l'apprécie et il peut très bien être convoqué pour les barrages au mois de mars. Hein. Ça ne serait pas de surprise. C'est-à-dire le point d'orgue de cette saison, puisqu'avec Roland on en parle souvent, on craint énormément ce barrage, mais enfin on va demander à Roland justement quel est son homme du match côté milanais ce soir. Je rebondis simplement rapidement sur Sensi, qui pour moi doit même pas finir le match. Dès la première période, il se permet quand même 2 semelles sur 2 joueurs différents, dont Tomori, je me souviens plus qui était le premier, mais je suis surpris qu'il ait même pas eu un seul carton jaune sur une seule de ses actions. Mais bon, ça c'est parenthèse fermée. Homme du match, alors j'ai pas mal hésité, mais moi je vais mettre Benasser. Lors de mes dernières interventions dans Casa Milan, j'avais comment dire, émis quelques réserves sur le niveau de Benasser, qui depuis c'était une blessure, si je me souviens bien, à l'automne ou au début de l'hiver 2020, peinait finalement à retrouver son niveau, je trouvais. Et là, ça fait quand même quelques matchs qu'il enchaîne, et aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment très très intéressant, que ce soit à la récupération, au duel, et puis même dans le jeu, quand on le voyait participer au pressing ou être assez haut sur le terrain, peut-être plus que Tonali. Moi, ça confirme ce qu'on peut voir depuis quelques semaines, hein, le duo Tonali et Benasser, moi j'aime beaucoup. Surtout quand on connaît le contexte autour du troisième candidat pour un poste au milieu de terrain, Kessié, qui n'a toujours pas prolongé. Mais gros match de Benasser, qui a retrouvé du rythme, même physique, où avant on avait peut-être l'impression de le voir très vite fatigué. Là, je l'ai trouvé beaucoup plus en jambes, et moi je suis content de voir ça, parce qu'on va avoir besoin de lui. Et puis comme je disais, vu qu'il y a une place à prendre au milieu de terrain, bah, c'est tout bénef pour la suite. En parallèle de ça, je crois savoir, si on lit la presse, que sa prolongation de contrat devrait se faire sous peu. Et si c'est pour avoir un Benasser à ce niveau-là, ce sera avec un grand oui, bien sûr. Et ça,
ça nous permet de penser peut-être à d'autres secteurs de jeu pour le prochain mercato. Je pense que Feli, grand fan de Benasser devant l'Éternel, appréciera cette remarque. Feli, justement, tiens, quel est ton homme du match? Évidemment, et je rejoins Roland. Benasser est pour moi l'homme du match. Et effectivement, il monte en puissance. Et encore une fois, ce que j'aime beaucoup chez Benasser, là, il va prolonger pour 3 millions, 3 millions et bonus. Et c'est un joueur qui a longtemps été sur le banc cette saison au profit de Tonali, d'un Tonali très fort évidemment, et qui ne s'est jamais plaint, qui n'a jamais eu un mot plus au-dessus de l'autre, et qui a toujours accepté ce rôle-là, et qui aujourd'hui retrouve sa place. Évidemment, il retrouve cette forme-là qu'il a eue, qui lui a donné ses heures de gloire avec notre club. Du coup, je suis vraiment content qu'il arrive à se réimposer comme titulaire, et ce duo avec Tonali qu'il forme est très fort, que ce soit à la fois techniquement, défensivement, tactiquement. Les deux se complètent bien, ils sont vraiment forts, et j'ai bon espoir que cette paire s'installe sur la durée avec notre club. Et très jeune, hein. Il faut le rappeler, les Oui, deux sont quand même effectivement, ouais. très jeunes, donc ça c'est un gros avantage pour la suite, surtout que Tonali également a signé pour longtemps là, donc il est blindé par le club, donc on peut les avoir longtemps si on le souhaite, enfin j'espère que le club le souhaitera. Superio, valides-tu ce choix ou en as-tu un autre? Alors, je valide ce choix, mais pour pas répéter ce que vous avez dit, je mentionnerai aussi Calabria qui a fait un bon match à droite, présent dans les deux zones de vérité, à savoir la zone offensive et la zone défensive. Je l'ai trouvé plutôt bon et bien en jambes, et il confirme sa progression des dernières saisons. J'ai bien aimé son match. Ouais, je confirme également, j'ai été très agréablement surpris. On se rappelle qu'il a été assez longtemps blessé, donc c'est bien de le revoir et on a constaté quand même que c'était bien lui le titulaire à droite. Florenzi a été décalé côté gauche. Bon, personnellement je n'en ai jamais douté, mais à un moment donné, vu les prestations de Florenzi sur le côté droit, on pouvait se poser la question. Certains émettaient l'idée qu'il puisse passer devant Calabria, et bah non. Calabria défensivement est quand même bien meilleur et il a bien tenu son côté, c'est vrai. On va demander à Roland quelle est sa bonne surprise. Bonne surprise, je ne sais pas forcément si c'est le terme, mais je vais parler de l'autre joueur avec lequel j'avais hésité pour le top du match. Moi, je vais parler d'Olivier Giroud. Finalement, il lui a manqué qu'un but, mais j'ai trouvé son match d'un très très haut niveau, que ça soit dans l'intensité, bien sûr, et ça, c'est un élément qui manque peut-être au Milan. Giroud, on voit qu'il a fait quand même quelques années en première ligue parce qu'il lâche rien, il va sur tous les ballons, il se fait secouer, il secoue ses adversaires et finalement sans trop rien dire, et je trouve ça très appréciable, sachant que dans l'équipe on a quelques joueurs qui ont quand même tendance à très trop vite s'arrêter de jouer lorsqu'ils sont touchés. Lui il nous montre tout le contraire. Il a fait un gros boulot dans le pressing, parfois un peu trop seul aujourd'hui. Et puis son jeu en remise est quand même super agréable. Ça nous a permis à plusieurs moments de remonter le bloc lorsque le pressing de la Samp était assez haut. Et comme disait notre ami BM sur le forum, effectivement, il aurait mérité un petit but sur sa prestation du jour. Il est BM dans que sa j'essaye lancée. de faire venir dans l'émission depuis des années, et qui m'oppose à chaque fois une fin de non-recevoir. Donc BM, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu, sache-le. C'est la première fois que je lance l'appel en direct. Mais bon, Roland, je te laisse continuer. Bon, au moins, à défaut qu'il participe, on cite ses idées à l'antenne, si on peut dire, donc c'est déjà ça, n'est-ce pas? Voilà, j'ai beaucoup aimé le match de Giroud et voilà, je disais qu'il était dans sa lancée des dernières semaines, des derniers jours plutôt même en ce qui le concerne. Et je suis très content de le voir à ce niveau parce que on a besoin d'un attaquant de pointe fort qui marque et qui arrive à faire jouer les autres d'une façon peut-être un peu différente de ce qu'on voyait au début de saison lorsqu'on avait souvent Rebic en pointe. Mais en tout cas, il se donne à fond pour l'équipe et en plus, c'est un mec qui s'est intégré très rapidement, qui a appris l'italien très rapidement. Donc, mentalité exemplaire à saluer. Donc, et encore un match de très bon niveau de sa part. Alors c'est vrai, oui, je rappelle que bonne surprise, bon c'est la classification que m'avait proposé Nico il y a quelques années pour qu'on fasse pas systématiquement nos 3 tops et nos 3 flops pour que ça change un petit peu. C'est également, ça peut être le deuxième meilleur joueur d'après vous, enfin c'est une catégorie assez vaste et puis de toute façon on est assez libre, vous le savez, lors de l'attribution des prix d'excellence et des accessites. Feli, quel est donc du coup ton deuxième homme du match ou ton deuxième point positif sur cette rencontre? Juste pour revenir sur Joe, effectivement, c'est un joueur avec une mentalité exemplaire, et sa montée en puissance est aussi liée au fait qu'il est en train de s'adapter à la Serie A, à ses joueurs, et puis on se rappelle qu'il y a eu des pépins physiques et puis le Covid en début de saison, donc cette montée en puissance finalement n'est pas si surprenante quand on prend un peu de recul,
Et c'est vraiment agréable parce que c'est une vraie alternative à Ibrahimovic, qui on le sait voilà, a tendance à se blesser très, très régulièrement. Donc avoir un joueur comme Olivier Giroud, c'est vraiment un plus non négligeable. Enfin, pour revenir sur mon bonne surprise, moi je dirais justement, vous en avez parlé tout à l'heure, Florenzi, qui je trouve que c'est très bien adapté à gauche. C'est pas un poste auquel il avait l'habitude. Alors on sait que le petit Italien est adepte de, de cette polyvalence qu'on lui connaît. Il a souvent été placé sur tout le côté droit et puis au milieu de terrain. Là, à gauche, je ne sais pas si c'était inédit pour lui, mais en tout cas, il a très rarement joué à ce poste-là. Et finalement, je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti avec quelques bonnes combinaisons avec Léao. Ouais, mais alors centrer de l'extérieur du pied droit, c'est pas toujours facile, hein. Non, ça c'est sûr, mais justement, je trouve qu'il revient un peu comme Spinazzola l'avait fait à l'Euro avec l'Italie. Il n'hésite pas à revenir sur son pied droit et centrer. Il y a eu une bonne occasion où il la met bien pour Giroud. À un moment, Giroud la contrôle un peu trop, la contrôle mal, mais il a fait un bon centre pour Olivier. Et donc, je trouve que cette idée-là peut être intéressante, surtout quand on connaît l'alternative à Théo Hernandez, qui est Ballo-Touré, qui est encore, à mon avis, pas prêt pour le haut niveau. Donc Florenzi à gauche, en plus de Kalulu qui, on le sait, peut aussi jouer à ce poste-là, ça peut être de bonnes alternatives à Hernandez, qui, on le sait, est adepte au carton. Et qui est adoré par Rango, hein. On a pu le constater cette semaine. Oui. Superio. J'aurais quand même mentionné le buteur, Léao, pour ses appels, sa qualité de percussion. Ça faisait quelque temps que j'avais pas vu un match du Milan, mais cette année, je trouve qu'il est, sur ce match-là, en tout cas, qu'il est dans une progression, notamment dans le replacement, dans les choix qui sont pas toujours bons, mais qui sont meilleurs par rapport à ceux du passé. Je trouve qu'il commence à exploiter son potentiel et si l'équipe nationale retrouve le Portugal, il faudra le surveiller. Roland, as-tu une déception sur ce match? Oh bah oui, bien sûr. Ça va être simple, ça va être Messias, qui nous a proposé une bouillie de football. Jamais dans le bon tempo, jamais dans le rythme, jamais de bonnes idées. Enfin, j'ai trouvé son match catastrophique. J'avais l'impression que c'était parfois un peu ce petit jeune qu'on retrouve au terrain de quartier qui joue avec les grands. Et bon, c'est le petit frère de l'un de ceux qui jouent. Alors on le dit, bon, allez, on va le faire jouer, on va lui donner le ballon de temps en temps, histoire qu'il fasse quelque chose. Mais bon, c'est pas à son niveau. Et j'ai vraiment cette impression il est pas à sa place dans cette équipe. Je me répète, c'est pas la première fois que je parle de lui. Le problème étant que sur l'aile droite, ça se joue entre lui et Selmakers. Et comme je l'ai déjà évoqué ces dernières semaines, il y a le théorème de Selmakers, c'est-à-dire que Selmakers, quand il est titulaire, il fait un match titulaire correct. Après le deuxième match, c'est catastrophique. Donc on fait rentrer Messias à la pause en se disant que ça ne peut pas être pire. Messias fait une deuxième période correcte. Donc la fois d'après, il est titulaire. Et la fois d'après, quand il est titulaire, Messias c'est à nouveau catastrophique. Et on se dit, finalement, Selmakers, c'était pas mal. Et donc on enchaîne comme ça, on tourne avec ces deux-là. Et l'entrée de Selmakers a finalement été un peu meilleure que la prestation de Messias. Mais Selmakers n'a pas fait une rentrée décisive et hyper intéressante non plus. Beaucoup de mauvais choix, ça tricote dans tous les sens. Enfin, son action dans la surface, c'est quand même. Enfin, où veux-tu aller? Tu veux rentrer avec le ballon dans la cage? C'est peut-être un peu compliqué. Donc, à un moment donné, faut savoir jouer avec ses collègues. Donc bon, là je parle de Selmakers et Messias, mais c'est vrai que la prestation de Messias est catastrophique. Mais j'ai hésité tout de même avec l'entrée de Rebic, où il était pareil, Rebic était complètement à rebours du sens du jeu, avec la circonstance atténuante de son retour de blessure. Donc pour moi, ce sera Messias de très loin. En revanche, j'ignorais que Salemaker sut dribbler. Ça, c'est pour moi une première. Alors peut-être il y a un ou deux matchs, je l'ai vu également faire 2-3 crochets comme ça qui passent, mais dans les petits espaces, il réussit de temps en temps à s'en sortir. Cela dit, évidemment, le choix final est souvent mauvais. Je suis d'accord avec toi, il faut savoir aussi jouer en équipe, et pour l'instant, il le démontre pas forcément. Philippe. Moi, je vais mettre une doublette, la double rentrant. Salemaker, c'est Rebic, justement. Alors les deux ont des qualités, que ce soit Rebic, il fait de très bons appels, il sait se placer dans les espaces et faire les appels, mais on l'a vu, il est complètement hors de forme, en aucune confiance, parce qu'on le sait, Rebic, dès qu'il marque un but, après, il sait les enchaîner, il sait être un peu ce tueur devant la surface, mais aujourd'hui on l'a vu, c'était presque ridicule. Alors effectivement, il revient de blessure, mais on connaît Rebic, on connaît ce Rebic-là, on sait que Rebic c'est un peu Janus, un double face, à la fois cet homme plein de grinta, plein de ce tueur venu de l'Est,
en même temps, ce mec avec des parpaings sur les pieds qui fait n'importe quoi au moment de rentrer dans la surface. Donc, c'est vraiment ça, cette dualité qui le caractérise. Et là, avec son retour de blessure, bah, c'est le mauvais côté. J'espère qu'il saura revenir au bout d'un certain temps parce que ça peut être un excellent super sub. On l'a vu, on connaît ses qualités. Et, et j'espère que progressivement, il saura revenir à sa meilleure forme. Concernant Saelemaekers, lui aussi a des qualités. Et moi, je ne suis pas d'accord, MJ, quand tu dis qu'il ne sait pas dribbler. On l'a déjà vu dribbler plusieurs fois. Il a une bonne technicité, il a un très bon contrôle de balle. Mais par contre, effectivement, dès qu'il rentre dans la surface, ça devient une catastrophe. Ce Mais c'est joueur-là ça. au futsal, Mais on dit ce la joueur même au chose. futsal, il serait très bon. Mais on dit Il la serait même très bon au chose, moi je l'ai futsal. vu 2-3 fois dribbler également, mais enfin c'est pas si fréquent non plus, souvent il va tout droit, il réussit à faire un crochet en bout de course, mais là comme ça, Mm. enchaîner les crochets dans les petits espaces, etc., comme il a fait aujourd'hui, je l'ai pas vu faire souvent, hein. Alors peut-être que j'ai raté les matchs de coupe, j'en sais rien, mais enfin ça m'a pas marqué, je l'ai pas vu comme un grand dribbleur à la Messi dans les petits espaces, moi. Là il m'a épaté, sur ce coup-là précis, hein, parce que sinon j'approuve Roland. Et ce que tu viens de dire Non, également, c'est que in fine il se passe pas grand-chose en termes de statistiques. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, il a quand même une bonne, il sait bien se retourner. Alors, c'est pas celui qui élimine toujours son vis-à-vis facilement, effectivement, mais il a un bon petit coup de rein. Mais comme vous l'avez dit, hein, c'est souvent pas prolifique, hein, et c'est dommage parce que s'il savait un peu plus lever la tête, bah, on aurait un bon petit joueur de foot. Et pour l'instant, comme l'a dit Roland, bah, on doit se trimballer deux joueurs moyens, moyennasseux, sur le côté droit, et ce qui fait une grosse différence, une grosse dissymétrie avec le côté gauche. Alors évidemment, quand je parle de dribbleur dans les petits espaces à la Messi, je ne compare pas, faut toujours préciser, je ne compare pas Saelemaekers et Messi, bien sûr, mais des joueurs comme ça capables de se sortir de situations a priori inextricables avec 3-4 joueurs autour d'eux, j'en connais pas beaucoup à l'heure actuelle, voilà. Et c'est assez rare, donc bon, s'ils pouvaient le montrer un peu plus, et à la fin, en bout de course, faire le choix, le choix qui le convient pour permettre de créer une occasion ou voire de marquer, ça ne sera que mieux. Il est encore jeune aussi, Saelemaekers, hein, il peut progresser, mais Roland veut réagir. Oui, simplement sur Rebic, finalement, encore une fois, on a eu la preuve que tout dépend de son premier ballon, en fait. Rebic, on sait que le premier ballon qu'il va jouer, ça va donner le ton du reste de la rencontre et on sait s'il est dedans ou pas. Et si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, son premier ballon, ça a été une passe qu'il a lamentablement envoyée en touche alors que c'était destiné à Florenzi, je crois. Donc là, il n'y a pas de doute. On sait que dans ce cas-là, ça va être un match très moyen de sa part. Là où, au contraire, s'il arrive à éliminer deux adversaires d'un coup et à trouver une situation de but, on sait que derrière, ça va faire un gros match. Mais c'est tout le problème de ce Rebic à deux faces dont on ne sait jamais sur lequel on va tomber. Super Lyon ne nous a pas encore parlé de son point négatif de l'après-midi. Je vous rejoins sur Messias avec un nombre important de déchets techniques, notamment des mauvaises passes, des mauvais choix qui auraient pu créer des occasions. Mais bon, pour dédouaner de certaines responsabilités, je dirais que le travail défensif était fait, le replacement était bon, et l'entrée de Rebic que je n'ai pas vraiment apprécié, pas plus que celle de Kessié. Je trouve qu'ils n'ont pas apporté grand-chose et qu'ils n'ont pas cherché à jouer simple dans les pieds. De toute façon, Kessie a la tête ailleurs, c'est bien connu. Je suis même surpris de le voir encore sur le terrain. Mais bon, on va passer à la dernière rubrique, le joueur bonus, celui dont vous n'avez pas parlé, en bien ou en mal. D'ailleurs, Roland, qui aimerais-tu citer? Moi, j'ai été et je suis toujours agréablement surpris par le niveau de Romagnoli ces derniers temps. Aujourd'hui, bon, il n'a pas eu un travail monstrueux, hein, avec Tomori qui revenait d'ailleurs, mais encore un match très solide de sa part. Et ça m'inquiète un peu, sa situation contractuelle, parce que voilà, on est dans le cas à nouveau d'un joueur en fin de contrat, d'un joueur qui avait prolongé en 2018 quand le club était sur le point de faire faillite avec le Chinois là, qui était propriétaire du club, qui a le brassard de capitaine, quoi qu'on en dise, et donc qui a quand même un salaire important. Je pense pas qu'il ait beaucoup de prétendants. Je pense pas que ça soit dans l'intérêt du Milan de perdre un joueur comme lui. Est-ce qu'il va accepter de baisser son salaire? Ce serait bien. Est-ce que le Milan va lui faire une offre suffisante tout de même pour qu'il la juge intéressante? Espérons-le aussi. Mais en tout cas, pour parler d'un point de vue purement sportif, ça fait quelques semaines qu'on le voit à nouveau dans un costume de titulaire régulier depuis les blessures conjuguées de Kier, bien sûr, et de Tomori. Mais il nous a encore fait un bon match et ça me fait plaisir de le revoir à son niveau, à un niveau un peu plus correct.
Retrouver son niveau, c'est peut-être un peu gros, hein, parce qu'on sait qu'entre 2016 et 2019, il était très très fort. C'est toujours pas le cas, mais c'est bien mieux qu'avant. Et simplement, voilà, ça me fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Ouais, je partage ton opinion et surtout c'est un joueur qu'on aime bien parce que c'est un type bien. A priori, t'as parlé des circonstances de ses premiers renouvellements. Jamais un mot plus haut que l'autre non plus avec lui. C'est quelqu'un qui s'est toujours bien comporté. Dans la rotation, on a besoin de ce genre de joueur et puis rien n'interdit de penser parce qu'il a pas encore 35 ans. Romagnoli, il a le temps qu'il puisse remonter, retrouver son niveau. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je suis d'accord avec toi, c'est mieux qu'avant. Je ne fais que répéter ce que tu viens de dire. Maintenant, j'avais oui dire qu'il était prêt à baisser son salaire. Mais si le club propose un salaire divisé par 2,5, forcément, c'est peut-être un peu trop bas, je ne sais pas, il y a peut-être un juste milieu à trouver, on verra. Et je vais donner la parole justement aux spécialistes des transferts, alors pas forcément là-dessus, mais tu pourras réagir, Feli, mais également bien sûr sur ton joueur bonus. Avec plaisir, et je vais réagir justement sur Romagnoli. Moi aussi, c'est un joueur que j'adore et je prends beaucoup de plaisir à le voir reprendre du niveau comme ça. Et puis surtout, depuis la Lazio, là, il a fait une super passe décisive pour Leao. Là, on n'en a pas parlé, mais la victoire 4-0 contre la Lazio, une victoire écrasante où il s'est également illustré, notamment par cette passe décisive, un petit peu à la Leonardo Bonucci d'ailleurs. Et ce soir, cet après-midi et aujourd'hui, il a su également faire quelques bons longs ballons qui ont su traverser le milieu de terrain de la Sampdoria. Le problème d'Alessio Romagnoli, effectivement, il touche actuellement un salaire de 5,5 millions, plus un de bonus, je crois. Et le problème, c'est que comme il a été recruté en Italie, il ne profite pas du decreto Crescita, qui est le décret qui permet d'avoir des bonus fiscaux sur les joueurs venus de l'étranger. Le décret italophobe, disons-le. On peut le voir comme ça, oui. Ce qui fait que Romagnoli est celui qui pèse le plus aujourd'hui sur les comptes, plus qu'Ibra, plus que n'importe quel autre joueur. C'est Romagnoli qui pèse le plus en termes de salaire sur les comptes du Milan. C'est pour ça que Milan veut lui faire baisser son salaire. Effectivement, là, d'après les dernières rumeurs, ce qu'on lui propose, c'est 2,8 millions. Lui, il aimerait plutôt quelque chose d'un peu plus de 3,5, quelque chose autour de 4, voilà, pour prolonger. Maintenant, il y a aussi Sven Botman, le néerlandais qu'on veut recruter, qui est aussi dans cette histoire. Puisque, effectivement, si on recrute Sven Botman, qui est gaucher et qui joue défenseur central gauche, on sait que Romagnoli, forcément, il va avoir moins de temps de jeu. C'est aussi peut-être ça aussi qui pèse sur la balance. Et enfin, la Lazio, qui s'est dernièrement présentée, alors c'est également dans les rumeurs, hein, la Lazio qui aimerait offrir un contrat à Romagnoli. On sait que la Lazio est le club de cœur de notre capitaine, un contrat autour de 3 millions. Alors, forcément, Romagnoli, peu importe où il rebondira, il aura à moins d'un miracle, il aura un contrat en dessous de ce qu'il a actuellement. Donc maintenant, c'est à lui de voir, est-ce qu'il préfère jouer dans un autre club et être titulaire, forcément avec un salaire moindre, mais au moins avoir ce poste de titulaire, pourquoi pas dans son club de cœur, la Lazio, pourquoi pas à la Juve qui pourrait lui proposer une place aussi, même si bon, ça nous fera mal, hein, ça, on est tous d'accord là-dessus, ou alors prolonger au Milan avec l'incertitude de ce poste de titulaire, sur lequel on peut débattre, hein, parce que moi, et je sais que je ne suis pas le seul, je trouve ça un peu dommage de dépenser 30 millions pour un défenseur alors qu'on a déjà des bons éléments à ce poste-là. Alors Kier qui est pour l'instant blessé, mais Kalulu qui est également un très bon jeune, et puis Tomori, et puis Romagnoli évidemment, qui pourrait prolonger, alors qu'on a des postes, comme on l'a dit, devant qui sont aux abois, notamment celui de l'ailier droit. Sachant qu'on est leader de Serie A à l'heure actuelle, même si l'Inter a un match en moins, avec cette défense-là, donc je souscris à tes propos, hein, c'est pour appuyer ce que tu dis. C'est ça, donc moi j'aimerais beaucoup qu'il prolonge, et qu'on mette ces 30 millions sur un ailier droit qui sait être décisif, voilà. Mais voilà, ça ne dépend pas de nous. C'est aussi des considérations économiques, des considérations sportives. Peut-être que le club ne considère pas Romagnoli comme étant capable de s'imposer sur le temps long avec Tomori. Donc on verra ce qui va se passer. Moi aussi, je voulais parler justement de cette défense dans mes accessites, qui a encore une fois été présente. Ça fait plaisir de voir aussi un Tomori. Même s'il faut le dire, Kalulu a très bien remplacé, on voit aussi que Tomori, c'est une puissance de la nature exceptionnelle. Et je trouve que son duo avec Romagnoli, dans l'ensemble, a toujours assez bien fonctionné. Superlio ne s'est pas encore exprimé. Quel est ton accessite du jour? Alors, mon accessite serait Tonali pour sa progression. Rappelons que la saison précédente, il était presque en échec. Hein. J'ai trouvé qu'il a fait preuve de personnalité, s'est amélioré et n'a pas hésité à muscler son jeu et à montrer ce dont il était capable. Pour comparer avec un Italien qui était prometteur,
sa trajectoire est contraire à celle de Rougani qui est arrivé à Turin et qui n'a toujours pas montré de personnalité et d'effort pour essayer de s'approcher du poste de titulaire à la Juve alors qu'il avait été recruté dans un premier temps pour ça. Et je pense aussi que le milieu de terrain italien sera la base des prochaines campagnes de l'Italie et je trouve que c'est un secteur de jeu dans lequel on est extrêmement fourni avec plusieurs possibilités, que ce soit les Locatelli, Pessina, Verratti, Pobega. On a beaucoup d'avenir à ce poste et il faudra exploiter ce potentiel. Très bien, alors Tonali, moi je l'ai trouvé un petit peu en dedans en première mi-temps. Je trouvais qu'il avait travaillé pour l'équipe, que ça avait été un peu un travail de l'ombre. Aujourd'hui, pas très brillant. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Enfin, c'est pas son meilleur match, cela dit. C'est vrai que défensivement, il a beaucoup gêné le milieu adverse. Il est toujours là au contact, il est toujours là physiquement, hein, faut le reconnaître. Il y a beaucoup de courses dans le vide, mais ce sont souvent des courses utiles, parce qu'il propose des solutions à ses coéquipiers. Et puis, bah, il vient gêner épaule contre épaule les adversaires. Maintenant, c'est vrai que de Tonali, on attend toujours des passes magiques, on attend toujours des solutions, des gestes techniques. Il a cette conduite de balle un peu particulière qui gêne souvent les adversaires. Avec ces petits râteaux inattendus là, parfois ces doubles contacts, etc. Assez peu de joueurs dans l'équipe font ça et c'est assez atypique. Et j'observe que les adversaires, pas forcément aujourd'hui, mais régulièrement sont désarçonnés par cette façon de s'exprimer footballistiquement par Tonali qu'on voit assez rarement finalement au Milan. On va passer au mot de la fin de Roland. Alors, plusieurs petits points parce que l'actualité a été riche cette semaine côté Milan avec déjà la victoire en Coppa Italia dont parlait Feli juste avant. Bon, 4-0 contre la Lazio, j'ai pas pu voir le match malheureusement, mais ça fait plaisir de voir qu'on arrive à boucler un match en une mi-temps avec 3-0 à la pause. La demi-finale qui aura lieu selon le format classique de la Coppa Italia, donc en match aller-retour contre l'Inter. Donc ça promet encore une belle ambiance et j'ai hâte de voir ça. Surtout que si on peut aller chercher un petit trophée en sortant l'Inter, ça pourrait être sympa. Bien sûr, il reste la finale après, hein, je le sais bien, mais bon voilà, sur le chemin du trophée, un double derby contre l'Inter, ça pourrait être agréable comme souvenir. Hernandez qui a prolongé aussi jusqu'en 2026. La Courva Soud en a d'ailleurs parlé aujourd'hui dans une petite banderole qui est apparue, je crois, à la mi-temps. Quand on tient au club et quand on veut prolonger, on le fait. Voilà. On parlait de Kessié, on avait vu les cas de Donnarumma, de Çalhanoğlu, et puis actuellement aussi un peu de Romagnoli. Donc quand on veut le faire, on le fait. Donc c'est agréable de voir le club se pencher sur ces dossiers-là. On a parlé aussi de Bennacer prochainement. Ça serait bien aussi qu'il prolonge à son tour. Et puis enfin, un dernier petit point avec une compétition qui n'intéresse personne et qui s'est terminée hier avec la victoire de Chelsea pendant le mondial des clubs et un nouveau trophée pour Jorginho, qui a fait quand même une année 2021 et un début 2022 très solide. Quand il ne tire pas les pénaltys, ça va. C'est ce que j'allais préciser. Il ne manque que ces 2 pénaltys contre la Suisse avec l'équipe d'Italie, parce qu'avec Chelsea, je crois qu'il n'en a pas raté un seul depuis le début de la saison. Donc voilà, Jorginho qui est en dehors de ces 2 malheureux échecs est un joueur que j'adore et que je rêverais presque de voir au Milan à l'occasion, qui a encore un trophée cette saison. Donc je suis très content pour lui. En plus de ça, joueur, parce on a parlé de la nationale, mais on n'a pas parlé du dernier stage avec quantité d'Oriundi ramené par Mancini, de mecs qui ont 30 ans et qui n'ont jamais joué pour l'Italie et qui se retrouvent du jour au lendemain à être sélectionnés parce qu'ils ont une arrière-grand-mère qui est née en Sicile à l'époque. Jorginho, c'est un mec qui a choisi de jouer en national et tout de suite, qui en est fier, qui le dit souvent et qui joue régulièrement avec ses protèges tibias de l'équipe d'Italie. Donc c'est appréciable de voir des joueurs qui n'ont pas la sélection à la carte, comme on peut appeler ça. Ah oui, j'ai toujours dit, alors ça j'approuve totalement, je vais rendre la parole à Soupalio tout de suite parce que je sais qu'il veut réagir, mais j'approuve totalement, j'ai toujours dit que le choix de la sélection devait se faire avant 20 ans, toujours. Voilà, et là au moins tu éludes tous les soupçons, toutes les accusations de choix par défaut qui, dans le cadre d'une nationalité quand même, sont juste... Enfin voilà, comment on peut choisir une nationalité, une patrie par défaut. Pour moi c'est juste inconcevable. Soupalio, réaction à ça, puis ton mot de la fin bien sûr, si tu voulais parler d'autre chose. Non, je voulais déjà dire que je suis totalement d'accord. On appelle en sélection des joueurs
comme Joao Pedro, qui est un bon footballeur, hein, je ne nie pas ses qualités footballistiques, mais qui joue le maintien chaque année à Cagliari, et qui a la trentaine passée. Luis Felipe, qui avait refusé de jouer avec les espoirs en 2019. Donc là, je trouve ça franchement limite. Et c'est dire aussi notre faiblesse en attaque, même s'il y a Scamacca, Raspadori, Luka en série B, même si ce dernier ne marque plus depuis un certain temps en série B. Et quand on pense que des joueurs comme Hubner, qui a quand même mis presque 80 buts en Serie A dans des équipes de seconde zone et qui a même fini meilleur buteur avec Trezeguet en 2002, n'ont pas connu une seule sélection. Il y en a d'autres comme ça. Des gars comme Maniero qui joue à Venise, qui portait 18 buts. Lucarelli qui avait fini meilleur buteur avec Livourne et qui compte seulement 7 sélections. Ces gars-là seraient titulaires aujourd'hui. Donc là, il faut aussi améliorer la formation des attaquants et laisser plus d'occasions aux jeunes. Hein. Autre chose, Vlahovic a signé à la Juve. Bon, c'est un très bon joueur, je ne nie pas, ses débuts le démontrent, mais pourquoi ne pas avoir investi sur Scamacca qui est jeune et qui est italien? Là aussi, on n'aura pas la réponse. Hein. Les jeunes attaquants italiens ne sont pas non plus mis en confiance. Hein. Donc là aussi, c'était quelque chose qui me déplaisait. Pour en venir à mon mot de la fin, j'aimerais juste revenir sur les horaires des matchs midi et demi, des matchs à 15h, des matchs à 18h30, des matchs le samedi. Les droits télé, ils jouent pour beaucoup, mais on a perdu la magie italienne des années 90, 80, même 2000, hein, avec tous les matchs à 15h et un match en retard le soir. Et on pouvait tous regarder les buts sur la Rai Uno avec l'émission quotidienne dimanche. Là, je trouve qu'on a perdu un peu cet esprit-là avec cet emploi du temps qui est tout à fait décalé et frustrant. Mais Soupalio, tu le sais bien, c'était mieux avant. Oui, Pour les joueurs italiens, comme pour leur inclusion dans l'effectif, comme pour la diffusion télé, comme pour beaucoup de choses, les stades, l'ambiance, plein de choses en fait. Hein. Mais bon, que veux-tu? Dans le foot, malheureusement, il n'y a pas le droit de dire ça, sinon on est un dangereux réac. Et il faut forcément aller vers l'avenir à marche forcée, vers l'avenir, je veux dire vers le modernisme à marche forcée. Le modernisme étant, bien sûr, défini de façon très subjective en fonction de l'idéologie qui est la nôtre, hein, celle de chacun. Bon, on va demander à Félix quel est son mot de la fin. Mot de la fin pour revenir un petit peu sur Théo Hernandez, hein, effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, son carton rouge contre l'Inter a fait beaucoup réagir, notamment Rango, hein, mais pas que, hein, parce que Roland et BM aussi, je crois, ont réagi concernant Théo Hernandez. Mais sur oui, son justement, carton. Félix, c'est-à-dire que tu l'avais critiqué et en fait, j'ai cru comprendre qu'il t'avait trouvé trop léger dans ta critique, donc tu as l'occasion de répondre. Je crois que que ce soit moi ou Erko, on avait dit que ce genre de joueur était utile aux équipes. Et voilà, mais ce que je voulais dire concernant Hernandez, c'est que effectivement, il a ce côté, voilà, ce côté où son comportement laisse penser un petit peu à Mexès, à Philippe Mexès des Grands Soirs, hein, un peu ahuri, comme tu aimes bien le dire, Roland. Mais en même temps, c'est un joueur qui est attaché, quoi qu'on en dise, au club, puisqu'on le voit qu'il le prolonge. Alors effectivement, il prolonge en triplant son salaire, mais il sait qu'il aurait pu partir à City et au PSG, qui, on le sait, étaient intéressés pour le latéral gauche. Et on sait qu'il aurait eu sans doute un salaire encore plus élevé dans ces clubs-là. Donc au final, il a décidé de son choix de rester au club, et ça, c'est tout à fait louable. Ensuite, concernant son niveau, j'ai vu que Rango émettait aussi également des doutes concernant son niveau sportif. Alors effectivement, c'est pas le joueur le plus régulier, notamment défensivement, mais encore une fois, aujourd'hui en Italie, je n'échange le français contre aucun autre latéral gauche. Même pas Spinazzola même pas Spinazzola, vous rigolez. Spinazzola, il est blessé 2 tiers de l'année. Donc moi, je veux bien que Spinazzola, il est fort. Si on parle du niveau, hein, j'entends. Même du niveau, Spinazzola, il a su majoritairement performer dans une défense à 3 dans sa carrière. Alors effectivement, à l'Euro, il a su s'imposer dans cette défense à 4 de l'Italie, mais en dehors de ça, son CV reste maigre. Hein. Il a été fort qu'à l'Atalanta, et vous savez ce que je pense des joueurs qui ont été forts à l'Atalanta, qui selon moi ont bénéficié beaucoup du système de Gasperini. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur Spinazzola, mais voilà, moi je n'échangerai Théo contre aucun autre latéral gauche sportivement. Après, je reviens également sur son comportement. Effectivement, il n'est pas, disons, il n'est pas au niveau du maillot, et surtout quand on lui donne le brassard. Donc, ce genre de comportement qu'il a ne doit pas être représentatif du club. Et ça, je l'ai dit lors de la dernière mission, et je le répète maintenant, c'est mon principal reproche à Théo, qui se laisse emporter par sa colère. Moi, je ne trouve pas qu'il est
spécialement égoïste, mais effectivement, voilà, des fois, il pète un câble, hein, il a un boulon qui lui sort de la tête et il fait n'importe quoi. Mais comme je le dis, pour moi, c'est un joueur fondamental dans l'équipe, une des pièces maîtresses de notre jeu en contre-attaque. Et, euh, et voilà, c'était juste pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, surtout quand les critiques concernaient un petit peu son niveau de jeu. Je trouvais ça un petit peu dur. Alors effectivement, c'est principalement dû à son physique, mais on le voit, il a aussi une bonne vista puisqu'il sait faire des passes décisives. Il a un bon pied gauche, il sait bien tirer, et puis même ses centres sont parfois de bonne qualité. Donc pour moi, c'est un joueur, un de nos joueurs les plus fondamentaux. Oui, dans l'ensemble, je partage ton avis. Oui, fondamentaux. Dans l'ensemble, je partage ton avis. En valeur pure, il est très fort. Le souci, c'est que c'est pas forcément sa meilleure période. C'est-à-dire que quand il passe à travers, ça se voit vraiment beaucoup. Parce qu'en plus, il y a les cartons, il y a le comportement qui vient se surajouter à un bilan sportif assez maigre. Mais dans l'ensemble, oui, quand il est à 100% de ses capacités, on sait qu'il apporte énormément. Et sur ce point, évidemment, je pense que tout le monde sera d'accord. Bien évidemment, Rango revient quand il veut dans l'émission. Je sais qu'il a mis le foot un peu entre parenthèses ces derniers temps, mais il pourra venir parler de Théo Hernandez, comme Roland le fait souvent, comme Nico le fait souvent. C'est un joueur qui divise, mais c'est aussi ça le football après tout, hein. C'est pour ça qu'on aime en parler. Et bah Roland, justement, une petite réaction? Oui, alors il y a plein de choses à dire sur Hernandez et Félix s'en est pas mal occupé ces derniers temps et encore aujourd'hui. Euh, Simplement, moi je suis pas de l'avis que un mec comme lui soit, d'un point de vue comportemental, caractériel, si on peut dire, soit indispensable à une équipe. Et je pense pas que ce soit ce genre de personne qui fasse gagner des matchs. Euh, Quelqu'un comme Gattuso est un joueur indispensable dans une équipe, je pense. Un mec sanguin, machin, qui va aller défendre ses coéquipiers, tout ça, oui, bien sûr. Mais un sanguin dans le style Théo Hernandez, qui a deux fils qui se touchent et qui pète un boulon parce que on lui a un peu tiré le maillot ou parce qu'on lui a malheureusement effleuré ses mèches blondes, ça n'a aucun intérêt pour une équipe et c'est même un danger, je pense, pour son équipe. Parce que le carton rouge qu'il prend contre l'Inter la semaine dernière, il le prend à la dernière seconde, bien sûr, mais qu'on ne vienne pas me faire croire que c'est pas une faute qu'il aurait pu faire à la 30e minute. C'est typiquement le genre d'action où on l'a déjà vu essayer d'accrocher un mec pour le plaisir ou simplement ou même parfois pour faire mal et ça s'est déjà vu. Et moi je pense que de ce point de vue-là, c'est un danger pour l'équipe parce que s'il n'arrive pas à se canaliser, c'est le risque de se retrouver à 10, d'entrer très rapidement dans un match. Dans ce cas-là, moi je pourrais lui en tenir rigueur à tous les matchs après, hein. Mais il y a tout ce débat qui est bien sûr sur le point de vue sportif. Et cette saison, contrairement à ce que nous a annoncé Beansport la semaine dernière, avant le derby, où ils nous ont fait un reportage de 10 minutes pour nous dire que Théo Hernandez, c'est le meilleur latéral gauche du monde, est-ce que, moi je me demande si les gens qui travaillent chez Beansport regardent les matchs qu'ils diffusent, parce que la saison de Hernandez, jusqu'à il y a 2-3 semaines, sportivement, elle est pas folle. Et je pense qu'on l'a suffisamment dit ici, sans que ce soit moi qui m'en charge. On a quand même vu une saison où il s'est montré assez poussif, où il a fait nettement moins d'efforts qu'auparavant, lorsqu'il part balle au pied et que finalement il perd le ballon à l'entrée de la surface adverse. Je trouve qu'il se replace nettement moins qu'avant, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu sur ses acquis. Donc, il est indispensable au Milan, bien sûr, parce que de toute façon, à sa place, c'est Ballo Touré. Et je crois que c'est une situation qui parle d'elle-même. En tout cas, il a prolongé. Ça, je salue cette prolongation parce que c'est quelque chose qui était important. Et effectivement, sa convocation en équipe de France, comme le souligne Feli, a peut-être fait qu'il s'est reposé sur ses acquis et que ça lui est peut-être un peu monté à la tête. Parce que ça faisait 2 ans que dès qu'il réussissait une passe, on disait « Oh, mais pourquoi il n'est pas en équipe de France Deschamps, il ne regarde pas la Serie A. Deschamps, c'est un ancien joueur de la Juve, il n'aime pas le Milan. » Enfin, on a tout lu sur la non-convocation d'Hernandez en équipe de France jusqu'à il y a peu de temps. En tout cas, pour finir là-dessus, sa prolongation est importante, mais maintenant, je me permets de souligner que c'est un joueur qui va émarger à 4 millions d'euros annuels nets, qui en fait un des plus gros salaires du club. Et je pense que de ce point de vue-là, les attentes devront être à la hauteur de son salaire. C'est exactement ce qu'on avait dit d'ailleurs pour Donnarumma à l'époque. Donnarumma, qui était l'enfant chéri du club,
qui se retrouve à 6 millions d'euros net, bah, on pardonne plus facilement à un jeune qui sort du Sérail et qui est payé comme un joueur de la Primavera qu'un joueur qui est le plus gros salaire du club. Je pense que c'est logique en termes d'attente. Ça marche comme ça d'ailleurs dans toutes les entreprises, hein, si je peux me permettre. Les mecs qui ont les plus gros salaires, bah, ce sont ceux qui ont les plus grosses responsabilités. C'est d'eux qu'on attend le plus de rendement, que ce soit sportif ou en termes d'image. Et c'est là que moi, je ne comprends pas cette décision de lui filer le brassard, même si c'est en dernier ou en avant-dernier choix quand tout le monde est absent. Le brassard à Hernandez, je trouve que c'est un très mauvais message qu'on envoie à l'équipe et aussi à l'extérieur quant à l'image du club. Et voilà, je vais arrêter là-dessus parce que sinon on peut encore faire une émission d'1 heure sur le déclin du brassard au Milan. Bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à vous deux, vous aurez été complet. Hein, je pense que là, il n'y a plus grand chose à ajouter. J'espère. C'est précis, il y a du pour, il y a du contre. Vous avez bien résumé les choses. De toute façon, c'est un joueur qui divise, on le sait. Maintenant, il a re-signé, il peut encore progresser, il est jeune. Évidemment. Allons-y. C'est vrai que la mentalité, évidemment, Il nous doit laisse progresser parfois là-dessus. perplexes. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais tu les as bien résumées, donc j'ai rien à ajouter. Bon, messieurs, on verra samedi prochain si on fait la Salernitana. Ça dépendra de nos disponibilités comme d'habitude. Bonne semaine à tous. Salut! Ciao. Ciao.